Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La neuromyélite optique, ou maladie de De Vic, est une maladie auto-immune rare. Cette maladie affecte la moelle épinière et les nerfs optiques. Le système immunitaire va créer des anticorps qui se dirigent contre la personne elle-même. Ces anticorps vont agir sur la gaine de myéline des neurones ainsi que sur les neurones eux-mêmes. Alors pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors dis-nous un petit peu quel âge tu as aujourd'hui? Quel âge tu avais quand on a découvert ta maladie? Alors aujourd'hui j'ai 21 ans, depuis quelques semaines, et j'ai eu les premiers symptômes à mes 12 ans. Ouais, ça fait un petit moment. Et alors, c'était quoi ces symptômes? J'interprète ça comme personnellement, je sais pas si c'est les termes médicaux fait pour, mais j'avais comme si c'était des coups de jus derrière la tête, sans toucher, sans rien, ça allait. C'était supportable en tout cas. Au bout de quelques jours, ça s'est un tout petit peu accentué. J'ai dû reprendre ma douche le lendemain, après ça, et j'ai eu de très très fortes douleurs. En fait, le contact avec l'eau, la douleur était insoutenable. D'accord. Ça m'a fait vraiment très 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 mal, à tel point que j'ai pleuré instant. Il n'y a pas eu de moment où ça fait mal, je vais pleurer. C'est tout de suite, les larmes sont coulées, j'ai eu très 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 mal. Je suis direct sorti de la douche. Ma mère n'était pas présente à la maison, donc je l'ai appelée et je lui ai expliqué. Dès qu'elle est rentrée, on est parti dans plusieurs hôpitaux pour essayer de me faire hospitaliser, quoi. T'étais jeune, hein, 12 ans, sentir des douleurs comme ça, comment est-ce que tu l'as vécu? Franchement, je m'en rappelle que très peu. Je sais juste que je comprenais pas en fait. Je savais pas pourquoi ça m'arrivait, qu'est-ce qui se passait. En fait, tout ce que je faisais, c'était subir en fait. Je subissais et j'attendais en fait que ça passe. C'est tout ce que j'ai pu faire. De toute façon, même ne serait-ce que maintenant, c'est tout ce que je peux faire. C'était la mentalité que je me rappelle encore d'avoir eu à cette époque-là. Et comment la maladie a été diagnostiquée? Est-ce que ça a été facile de mettre un nom sur tes douleurs? Ne serait-ce que le soir où j'ai été dans plusieurs hôpitaux, déjà c'était très compliqué pour qu'on m'hospitalise. C'est que l'hôpital Necker qui a bien voulu me prendre en charge. Et à partir de ce moment-là, étant donné que je pense que j'ai eu de la chance au niveau des premiers symptômes, que ça pouvait être logique que ce soit neurologique et pas physique. Les médecins ont tout de suite directement pensé que c'était neurologique, donc ça allait directement dans la bonne voie. Franchement, je ne me rappelle pas vraiment qu'on m'ait dit alors Yanis, tu as la neuromyélite optique ou Yanis, tu as ce type de maladie-là. J'ai toujours demandé, on me disait maladie de De Vic, ce genre de choses-là, mais jamais de nom précis. Je m'y intéressais pas trop personnellement parce que c'était plutôt ma mère qui posait ce genre de questions-là. Et donc moi j'étais, on va dire, un peu à l'écart, j'écoutais sans vraiment écouter. J'étais là quand les médecins parlaient à ma mère, mais j'écoutais pas vraiment. Tout ce que je voulais savoir, c'était quand j'allais sortir, quand j'allais aller mieux, ce genre de choses-là, quoi. Et à quel moment tu as compris que cette maladie n'est peut-être pas partir comme ça rapidement comme tu l'espérais? Je pense que c'était 3-4 mois après, parce que au moment où je suis tombé malade, tous les mois, on va dire à peu près, je suis retombé, j'ai eu une rechute. Et donc plus ou moins grave. Et c'était au bout de la 3e, 4e fois où je me suis dit, je pense que ça va rester et que je vais énormément galérer, on va dire, pour vivre avec. Aujourd'hui, c'est quoi ce que tu ressens? À quelle fréquence? La dernière fois, je crois que c'était en novembre. C'est moins récurrent en tout cas. Avant, c'était un peu plus souvent, par exemple 2019, 2018. C'était quand même souvent, on va dire, tous les 2-3 mois. Oui. Là maintenant c'est un peu plus espacé, de temps en temps ça laisse un peu de place pour me laisser tranquille. Là pour l'instant ça va, je touche du bois mais ça va. D'accord. Et pendant une crise, quels sont les symptômes que tu as? En fait elles sont aléatoires, je sais jamais vraiment à l'avance. Certains symptômes que je reconnais directement, c'est-à-dire la perte de sensibilité, juste sur un côté par exemple, ou par exemple le fait est que j'ai la vue qui baisse d'un coup d'un des deux yeux. Ou sinon il y a quoi d'autre?
des grosses douleurs. Si je sens que j'ai vraiment, vraiment très, très mal, mais à un endroit particulier. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je le sens la plupart du temps quand je suis malade. C'est pour ça que mon neurologue, il me fait confiance sur quand je lui dis que je suis retombé malade. Il me pose les questions lambda pour savoir, pour être au courant, pour voir si ça a un rapport avec la maladie. Mais si il voit que ne serait-ce qu'il y a des symptômes qui vont dans le sens que ce soit une rechute, il me fait tout de suite confiance et me dit c'est bon, enfin je te fais totalement confiance, tu arrives toujours à savoir quand tu es malade, donc on lance la procédure pour les corticoïdes, pour essayer de ralentir la poussée, quoi. Comment est-ce que cela a impacté ton quotidien? J'essaye de faire en sorte à ce que ça l'impacte le moins possible, mais c'est très dur. Par exemple, physiquement, ils m'ont laissé beaucoup de séquelles, les épisodes que j'ai eus. J'ai du mal à rester longtemps debout. Courir, c'est très difficile pour moi. La marche, ça va, parce que j'essaye d'en pratiquer un peu. Mais au bout d'un certain temps, voilà, quoi, au bout d'une heure ou 45 minutes, je commence un peu à avoir mal aux jambes, un peu mal au dos. Mais j'ai pas beaucoup de force. Avec le confinement, tout ça s'est un peu aggravé. Parce que forcément, je restais dans mon lit tout le temps. C'est le moment où j'ai le moins de douleur, en fait. C'est mon refuge, on va dire. D'accord. Depuis des années, depuis que je suis malade, le seul endroit où je me sens bien, où j'ai pas mal au dos, où j'ai pas mal aux jambes, c'est dans mon lit. Et donc, ça s'est un peu aggravé. Donc, j'ai encore beaucoup moins de force. Et vu que c'est encore plus dur pour moi de faire du sport pour pouvoir entretenir un peu plus mon corps, ça me ralentit encore plus, que je suis dans un cercle vicieux. Et ça, ces symptômes-là, tu les ressens même quand tu n'es pas dans une période de crise? Ah oui, non, mais ça, c'est des effets secondaires. Enfin, c'est des séquelles que j'ai gardées. Des fois, c'est rien. Et des fois, c'est un peu gros quand même. C'est impactant. Et elles durent combien de temps, tes crises, à peu près? Tout dépend de laquelle, en fait. Par exemple, si c'était par exemple une névrite optique, donc baisse de la vision, ça va durer 3-4 semaines pour le temps de se rétablir. Mais après, des fois, ça varie. Hein. Mais pour les pertes de sensibilité, par exemple, ou des douleurs, quelques jours après les traitements, voire même pendant le traitement. Au niveau de ta vie professionnelle que tu démarres, comment est-ce que quel impact cela a eu? Ça fait quand même 3 ans que je travaille. C'est très dur parce que physiquement parlant, je peux pas assumer. Par exemple, après le travail, ne serait-ce que mercredi, je suis rentré du travail, j'étais épuisé. J'étais vraiment fatigué, j'avais pas faim, c'était épuisant pour moi les longues journées de travail. L'école aussi, aussi parce que je suis en alternance et donc c'est très 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 épuisant. Je peux pas trop le montrer ou le dire parce que les gens ne comprennent pas forcément. Eux, ils ont une journée de travail, certes, ils arrivent à jongler de temps en temps. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir une journée épuisante, mais moi, c'est presque continu. C'est tout le temps presque. Enfin, c'est ça qui est. Et donc, c'est dur. Je pense qu'il faut que je reprenne un rythme. On n'a pas le choix de faire avec. Tu parlais de l'incompréhension. Tu le ressens au niveau de tes collègues, au niveau de tes amis également? Ils le comprennent, ils compatissent pour moi. Ils essayent de m'aider au mieux, mais je peux pas m'attendre à ce qu'ils comprennent tout le temps en fait. Je pourrais pas m'attendre à ce que, par exemple, on va marcher 30-45 minutes. Je vais avoir mal au dos. Ils vont le voir que j'ai mal au dos. Et ils vont compatir sur le moment, mais ils pourront pas comprendre ce que c'est vraiment d'avoir mal comme j'ai mal. Ou d'avoir une difficulté à marcher, ou quand j'essaye de porter quelque chose que je peux pas garder longtemps. Je peux pas non plus tout le temps me plaindre en disant que j'ai mal. Je peux pas. J'essaye de prendre sur moi, de pas trop les impacter non plus, parce que le but n'était pas de trop les déranger. C'est ce que moi j'essaye de faire. Mais j'ai pas eu de problème avec. La plupart du temps, j'ai que des collègues ou des amis qui sont super avec moi, qui essayent toujours de m'aider. Ne serait-ce que dans mon travail actuel, j'ai des collègues merveilleux qui font que de m'aider constamment, qui portent pour moi la plupart du temps, ou qui évitent à ce que je porte trop lourd, ce genre de choses-là. Ils sont vraiment là pour moi. C'est des choses franchement super. J'ai eu beaucoup de chance pour l'instant. Quels sont les grands défis que tu as rencontrés et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? C'était de commencer le travail. Mon alternance, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, j'ai mon école qui est à Strasbourg et l'entreprise qui est à Paris. Ce qui veut dire que je dois faire les allers-retours toutes les semaines. Ouais. Et toi, tu habites du côté de Paris ou de Strasbourg? Non, à Strasbourg. Et donc, ce qui veut dire, c'est que je dois, en plus de tout ce qui est aller au travail, faire les allers-retours Paris-Strasbourg. Et ça, c'était un énorme défi pour moi parce que je savais pas du tout si j'en étais capable. Physiquement parlant, je savais pas. Et au début, c'était très dur et ça l'est toujours. Ne serait-ce que, par exemple, hier, je suis rentré de Paris, mais sauf que moi, ma journée, je l'ai commencé à 7h30 et je suis rentré chez moi qu'il était 20h. Hein.
Et pourtant, pour une personne lambda qui fait beaucoup d'heures, qui travaille Oui. beaucoup, ça peut paraître classique, mais pour moi, c'est vraiment éreintant. Et les allers-retours, c'est très très dur. J'ai mes collègues, mon patron qui m'aide, on va dire, pour me faire partir un tout petit peu plus tôt pour que je puisse prendre le train d'avant, pour essayer de m'arranger, pour que je puisse rentrer plus tôt chez moi, parce qu'ils savent que bah c'est fatigant, c'est pas comme si tu avais 30 minutes pour rentrer chez toi. Moi, j'en ai 2 heures et encore, j'ai le temps de rentrer chez moi après être arrivé à la gare, quoi. Donc, ils font tout pour m'aider. J'ai pas trop envie de leur imposer, on va dire, mes choix, parce qu'en soi, c'est mon choix d'avoir décidé de faire ça. Mais franchement, c'est dur, mais j'ai un bon entourage qui m'aide énormément là-dessus. Tu expliquais effectivement que pour toi, tu ressentais une fatigue. On est d'accord que là, on parle vraiment d'une fatigue profonde, pas de la petite fatigue qu'on ressent quand on a passé une bonne journée. Et que... Là, on parle vraiment d'une fatigue profonde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ton entourage arrive à comprendre? Parce que j'ai discuté avec d'autres personnes qui étaient atteintes d'autres maladies. Ils m'expliquaient ce qui est difficile, c'est que les amis, par exemple, quand on leur dit qu'on n'a pas envie de sortir, ils ont du mal parfois à comprendre que c'est pas la petite fatigue du quotidien, c'est vraiment quelque chose de très pesant. Est-ce que toi, c'est un sentiment que tu as ressenti également? Alors, certes, je le ressens aussi parce qu'ils peuvent pas, ils comprennent pas forcément, mais je peux pas leur reprocher non plus de pas comprendre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et je ne leur souhaite pas. Et donc, qu'ils ne comprennent pas, je peux le comprendre. Ça me dérange pas plus que ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais après, ça reste, c'est quand même douloureux de devoir expliquer à chaque fois, toujours à de nouvelles personnes, à chaque fois réexpliquer qu'on est malade et que on peut pas faire beaucoup de choses, que des fois on est fatigué, des fois qu'on n'a pas envie. C'est compliqué, mais on s'y habitue. J'ai l'impression, c'est dommage, mais si on s'y habitue, on n'a pas trop le choix. Après, personnellement, j'essaye de pas faire ressentir aux autres que je suis malade. Donc, soit je vais inventer une excuse ou ce genre de choses-là pour justifier une excuse qu'ils peuvent comprendre. Pas une excuse que eux ne peuvent pas comprendre personnellement. C'est-à-dire que si je leur dis que je suis très fatigué, ils vont comprendre que je suis fatigué, mais bon, c'est pas grave, tu peux sortir un peu. Mais alors que si je leur explique quelque chose autre chose qu'ils peuvent comprendre, bah là, ah oui, bah écoute, une prochaine fois. Et c'est pour essayer de les faire comprendre, on va dire, d'une façon correcte, quoi, pour eux. Je sais pas si c'est clair, mais si, je comprends en fait. Les gens ont besoin d'avoir, de comprendre, d'avoir une raison rationnelle. Oui. Et la fatigue n'en est pas dans la mesure où on arrive. Quand nous on parle de fatigue, personne lambda, oui, on peut la surmonter, c'est pas très grave. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la fatigue que toi tu ressens, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est un épuisement qui t'empêche de faire des choses. Et effectivement, tant que c'est le cas dans beaucoup de maladies, tant qu'on n'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais c'est exactement ça. Tu en es où aujourd'hui par rapport à la maladie et quels sont tes projets? Alors au niveau de la maladie, je dirais pas qu'elle n'évolue pas, mais pour l'instant je reste stable. On va dire ça, je reste stable. Je prends mon traitement tous les 6 mois. Et mes projets, franchement, c'est de pouvoir continuer le lendemain, quoi. Vraiment. D'accord. Je planifie des choses dans le futur, certes. Je me dis toujours que demain ça peut être différent, quoi. Même si tout le monde peut se dire ça, parce qu'ils se disent je peux me faire écraser demain ou ce genre de choses-là, il peut m'arriver, je peux tomber malade demain, ce genre de choses-là. Mais moi c'est pas pareil parce que c'est pas une possibilité, c'est pas une éventualité. Moi c'est vraiment quelque chose qui peut se passer concrètement. C'est pas donc c'est pas tu fais attention sur la route et c'est bon, t'es tranquille. Non, moi c'est pas moi qui décide, c'est hors de mon contrôle et donc je peux juste subir et donc je prévois, mais je reste, on va dire, à un certain écart et je reste méfiant. La maladie, elle t'a déjà empêché de faire des choses que tu avais prévues, justement? D'éléments précis, non, mais on va dire à part vivre ma vie normalement. Par exemple, j'ai dû redoubler à cause de ma maladie. Ça, c'est quelque chose de très marquant pour moi. Je sais pas si ça rentre dans la question, mais ça m'a fait très 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 mal d'avoir redoublé à cause de ça. Pourtant, j'avais les capacités, mais je l'ai redoublé à cause de ça. Et personnellement, ça m'a un peu détruit, on va dire, parce que pour moi, c'était ce que je faisais tous les jours. Et de me dire que je dois recommencer, c'était justifié, hein. J'ai eu 6 mois d'absence à l'école. C'est normal que je dois redoubler. Je ne pouvais pas, logiquement, reprendre l'année d'après sans les cours précédents. Mais ça m'a fait quand même mal de me dire que c'est hors de mon contrôle, en fait. Je ne peux rien faire. Est-ce que tu auras un conseil à donner à d'autres personnes qui souffrent, alors pas forcément de la même maladie que toi, mais qui, comme toi,
subissent la maladie? Se renseigner, ça peut faire mal. Déjà ça, d'une chose. Après, un conseil qui peuvent les aider, je dirais ça va s'améliorer, même si ça m'énerve de le dire, parce que c'est vrai, mais c'est dur à y croire quand on est en plein dedans. Ça va aller parce qu'on va s'habituer. On va s'habituer à la douleur, on va s'habituer à être faible, on va s'habituer à des choses. Donc on va plus profiter des moments importants, des moments de joie. Donc plus se focaliser là-dessus que sur les mauvais moments ou les épisodes qui peuvent être vraiment très durs des fois. Donc effectivement, rester concentré sur les bons moments, ouais. Là où la maladie te laisse un peu de répit pour pouvoir reprendre des forces pour affronter la nouvelle crise. Si tu avais quelque chose à changer dans la société, qu'est-ce que ce serait par rapport à la maladie? Mais c'est une chose impossible, c'est qu'ils puissent comprendre totalement ce que c'est d'être malade. Pas qu'ils le vivent, hein, mais qu'ils le comprennent totalement. Les personnes qui ont des handicaps, qui peuvent pas faire des choses parce que à cause de leur maladie. Et en plus, le pire, c'est que moi, c'est invisible. Les gens ne peuvent pas le voir, c'est pas rationnel pour eux. Qu'ils puissent le comprendre, ça serait vraiment une chose que j'aimerais bien changer. Mais après, bon, je peux pas, voilà, on peut pas leur en vouloir, on peut rien dire, mais c'est ça que j'aurais bien aimé pouvoir changer. D'accord. Peut-être plus de bienveillance, du coup. Derrière cette compréhension, c'est une recherche de bienveillance? Non, parce que la bienveillance, elle est déjà présente la majorité. Franchement, ne serait-ce que dans plusieurs endroits où j'ai été, ils ont toujours été bienveillants envers moi, qui comprennent ou qui comprennent pas. Et franchement, mais la plupart essayent de comprendre à leur hauteur et avec leurs expériences personnelles. Mais les personnes qui ont toujours été en bonne santé, c'est un peu plus dur, quoi. Donc, qu'ils puissent avoir cette compréhension, ça serait franchement un grand plus pour nous parce que ça serait plus simple. En tout cas, merci beaucoup Yanis pour ton témoignage. Je te souhaite bon courage, effectivement. Bon courage dans tes études, dans ton travail. C'est vrai qu'en plus, avec la situation sanitaire aujourd'hui, ça aide pas. Hein. Il y a un côté en plus anxiogène qui vient se rajouter à ta situation qui n'est pas forcément évidente déjà au quotidien. Donc merci en tout cas pour ton témoignage et puis bon courage pour la suite de ton travail.